Merci Renaud, merci aux panélistes pour rester des nôtres après le lunch. Et alors que nous abordons le dernier droit de cette séance, plein d'énergie et surtout suite à ce merveilleux témoignage de Winnie. Nous sommes tous encouragés, tous stimulés. Si vraiment nous voulons atteindre l'objectif de développement durable de réduire la faim et la malnutrition au niveau mondial, nous devons maîtriser la science de mise à l'échelle. Après plusieurs années de recherche à l'échelle mondiale, nous avons maintenant des milliers de pratiques exemplaires et des tonnes de savoir qui, en principe, devraient nous permettre de produire suffisamment de nourriture pour nourrir la planète. Néanmoins, il y a plus de 100 millions de personnes au jour qui n'ont toujours pas suffisamment à manger à chaque jour. Il y a plusieurs raisons pour cet écart entre ce que nous savons et ce que nous utilisons pour produire des aliments. Et premièrement, c'est un manque de compréhension sur la façon de passer d'un projet pilote et de modèles d'intervention réussis pour appliquer les solutions à une échelle beaucoup plus grande, pour un nombre beaucoup plus grand de personnes et sur un territoire plus élargi. Donc, ceci, en fait, freine nos efforts pour résoudre le problème de crise alimentaire dans lequel nous nous trouvons. Si on reconnaît ces goulots d'entreglement, eh bien, nous avons conçu plusieurs façons, plusieurs voies pour porter à une échelle supérieure. La majorité des projets financés par le Fonds, en fait, visent à contribuer à la sécurité alimentaire. Certains projets ont fonctionné dans des endroits circonscrits, d'autres ont été élargis au niveau provincial ou national, et d'autres encore ont même regroupé plusieurs pays. Certains utilisent seulement un produit ou une technologie particulière, alors que d'autres ont utilisé une variété de pratiques et de produits. Dans la plupart des cas, ces efforts en ont valu la peine et le programme a eu un impact sur plus de 78 millions de personnes et qui profitent au moins 1,7 million d'agriculteurs. Alors cela dépasse largement nos attentes initiales. Aussi, au fond, nous avons tenté de tirer des leçons en comparant les diverses approches adoptées par les projets, ce qui a fonctionné bien, et ce qui a moins fonctionné. Nous avons certaines leçons, d'autres sont examinées plus en détail dans des publications à venir de la part de plusieurs des équipes, et nous vous remercions en fait pour nous aider à améliorer notre connaissance à ce niveau. Bon, ce que nous savons jusqu'à maintenant, pour élargir, porter à une autre échelle, il faut avoir différents éléments. Premièrement, choisir une innovation solide qui réponde à des besoins importants pour un grand nombre de personnes, qui repose sur des faits probants scientifiquement et qui peut être adapté à diverses circonstances, à divers contextes. Un grand nombre d'innovations ont été mises à l'essai et en bout de ligne, 36 d'entre elles sont mises à l'échelle. L'autre condition, c'est de trouver les bons mécanismes pour mettre à l'échelle. Certains produits se prêtent davantage à l'engagement du secteur privé et sont orientés vers le marché, alors que d'autres exigent une intervention politique ou gouvernementale, alors que d'autres reposent sur le partage des connaissances et le renforcement des capacités. Le Fonds a essayé toutes ces approches, parfois individuellement, parfois d'autres dans diverses combinaisons. Troisième condition, identifier clairement dès le début l'objectif et la portée en chiffres. Est-ce qu'on veut rejoindre des centaines, des milliers, des millions d'agriculteurs ou des millions de consommateurs? Quelle est la zone géographique que nous essayons de rejoindre? Le Fonds canadien de recherche montre qu'il y a une grande variété en termes de portée et le nombre de personnes que divers projets peuvent rejoindre.
et ça peut varier aussi au niveau de l'accent géographique. Nous devons premièrement impliquer les bons partenaires. Compte tenu de la nature de la mise à l'échelle, tous les acteurs ne sont pas pertinents. Parfois, il faut identifier, incorporer des partenaires à différentes étapes du processus. Une autre condition, la mise à l'échelle réussie doit s'adapter à l'évolution des contextes et des réalités. Sur le terrain, en fait, tout ça, c'est très dynamique, comme on sait. Les prix fluctuent régulièrement, parfois de façon drastique. Il y a aussi des facteurs environnementaux qui affectent la production. Des contraintes politiques, sociales ont une énorme incidence sur les décisions prises par les consommateurs et les agriculteurs. Finalement, pour la pérennité, nous avons besoin d'un bon leadership. Nous devons identifier des champions qui peuvent porter les innovations au-delà des limites du projet. Et plusieurs exemples ont été mentionnés au cours des séances précédentes. Alors, toutes ces complexités nous amènent à reconnaître que malheureusement, il n'y a pas une recette qui soit adaptée pour tous les produits et toutes les pratiques. Mais il y a des tendances qui émergent et vous allez voir ces tendances dans le rapport préparé par le Fonds canadien de recherche. Une dernière considération, la mise à l'échelle ne devrait pas se faire à tout prix. Il existe toujours la possibilité que si nous voulons progresser trop rapidement, à trop grande échelle, il pourrait y avoir des conséquences non souhaitables. Alors, comment trouver un juste milieu, équilibrer ces tensions, ces forces, en fait, qui ne s'alignent pas toujours adéquatement? Donc, comment est-ce qu'on peut procéder à une mise à l'échelle responsable? Nous n'avons pas toutes les réponses, mais le Fonds canadien de recherche a jeté des nouveaux éclairages sur certaines des questions. Notre panel d'experts montre ce que nous avons réussi en pratique, ce qu'ils ont appris, ce que nous avons appris aussi dans le processus et ce qui nous reste à savoir. La mise à l'échelle constitue un nouveau champ de recherche relativement et nous épousons la mise à l'échelle en tant que composante du programme du Fonds et cela a permis de faire plus de lumière sur les enjeux et les questions d'une mise à l'échelle responsable. J'aimerais vous remercier tous et toutes parce que dans la plupart des cas, vous avez appris la théorie et la pratique de la mise à l'échelle en faisant, en travaillant. La plupart d'entre vous n'étiez pas des experts dans le domaine au début et nous avons dû apprendre. Et nous avons apprécié beaucoup cette contribution. Bon, certains d'entre vous peut-être vous endormez un peu, mais je peux vous assurer que notre groupe de panélistes experts vont vous réveiller avec leurs propos engageants et leur regard instructif. Alors, procédons maintenant avec nos panélistes. Merci. And I will start. Je vais commencer en remerciant mon ami Andrew Solon de l'African Fertilizer Agro-Business Partnership. Merci beaucoup. It's not coming. Hello, good afternoon. Bonjour. J'espère que les techniciens vont pouvoir montrer la présentation. Cette activité a eu lieu en Tanzanie. Il y avait 3 institutions qui étaient impliquées. Nous essayons de mettre à chaîne des technologies.
quels sont les défis? On avait 3 défis pour ce projet en particulier. Tout d'abord, c'était la dénutrition et le retard de croissance qui était assez important. Et l'autre aspect, c'est que les productivités des légumes en particulier étaient assez bas, donc 500 kilos par hectare, comparativement à la moyenne de 2 tonnes par hectare. Et l'autre défi, c'est que nous avons des technologies pour les légumineuses, mais nous n'avons pas de connaissances qui rejoignent les agriculteurs. Comme j'ai dit dans mon introduction, qu'on a travaillé sur les légumineuses, plus de 75% des ménages ruraux en Tanzanie dépendent des haricots comme source de protéines. En fait, également en raison de la valeur nutritive des haricots communs et des fèves de soja, qui ont des taux très élevés de protéines. C'est pourquoi nous avons choisi ces légumineuses en particulier. Et quelles sont les technologies que nous avons utilisées et qu'on peut mettre à plus grande échelle et très facilement par les petits exploitants? Tout d'abord, demander aux agriculteurs nous croyons que le premier facteur dans l'augmentation de productivité est l'insuffisance, en fait, ou L'autre domaine où nous avons voulu faire la promotion, c'est d'utiliser les fertilisants conventionnels et les inoculants pour les légumineuses pour augmenter la productivité. C'est que utiliser moins d'entrées, c'était plus important, donc c'était une des interventions. Troisièmement, on a amélioré la variété, en fait, les semences améliorées. Comment est-ce qu'on l'a fait? Toutes les équipes techniques en Tanzanie, avec les autres, on avait l'alliance des légumineuses, on avait des pages techniques, des documents techniques qui étaient approuvés par le gouvernement, le ministre responsable. Donc il y avait la même information technique qui a été transférée ou transmise aux agriculteurs par des campagnes d'information. Ce n'est partout au pays, c'était assez suffisant pour attirer les agriculteurs afin qu'ils puissent regarder la technicalité. Donc la même information technique a passé a été transmise aux agriculteurs par voie de radio dans les fermes et des groupes qui étaient en fait dans les fermes, et on avait des documents imprimés. Ainsi, les agriculteurs pouvaient voir comment c'était ou bien écouter les radios un jour donné ou un moment donné sur ces questions. Ensuite, on avait des documents imprimés. Alors, les agriculteurs pouvaient les lire. Il y avait 4 types. Donc, il y avait des brochures ou des questions de vulgarisation et les agronégociants. On les impliquait depuis le début du projet parce qu'on voulait avoir le secteur privé depuis le début avec les fournisseurs également, parce qu'on disait qui s'intéressaient à une variété en particulier, voulaient savoir où les acheter. Donc, on devait savoir où acheter les produits. Donc, il fallait adopter une approche particulière pour s'assurer que les agriculteurs peuvent utiliser. Donc, on a à peu près 700 000 ménages agricoles et chaque année, en fait, la première année, on avait les haricots communs. Ensuite, l'année suivante, c'était les fèves de soja. Donc, nous avons pu adopter les technologies améliorées pour légumineuses auprès de 130
000. Donc, on a pu augmenter les récoltes de 3 à 4 fois. Donc, les qualités nutritives, ça peut venir plus tard pour les études à venir. Qu'est-ce qu'on a pu apprendre? Ben, nous avons constaté que l'information technique constante livrée par plusieurs médias dans des campagnes, par exemple des démonstrations radio et impression, encourage l'adoption des technologies et peut donc avoir un impact à plus grande échelle. Nous avons des preuves que les approches fondées sur des campagnes multimédia ont des résultats. Ce que nous avons vu chez les agriculteurs, c'est qu'il y a plus de demandes pour des semences améliorées, plus de demandes pour les inoculants. Simplement parce que le secteur d'affaires n'était pas impliqué. Maintenant, ils vont acheter auprès des fournisseurs agricoles. Merci beaucoup. J'aimerais remercier ces derrière notre programme, Margot et Wendy, qui nous ont vraiment bien guidés pendant tout le temps. Merci beaucoup. Merci Andrew. Et là-dessus, j'aimerais inviter maintenant sur la scène de l'Université de Bakou. Merci beaucoup. I would like to... J'aimerais vous dire comment le projet de microdosage a amélioré la subsistance de la population dans l'Afrique de l'Ouest, utilisant des fertilisants à microdose et des légumes indigènes. Vous savez, ces légumes sont des cultures que les gens en Afrique de l'Ouest sont importants. La valeur ou la chaîne de valeur n'est pas bien organisée. Les agriculteurs ne connaissent pas ce que les consommateurs veulent et les consommateurs ne savent pas ce que les agriculteurs produisent. Les légumes indigènes sont très riches en vitamines, minéraux et autres, par exemple, polyphénols. Mais ils sont sous-utilisés. Pourquoi? Parce que tout d'abord, le sol est pauvre et nos agriculteurs ne peuvent pas acheter les fertilisants. Alors, ils vont utiliser des fertilisants rarement. Ensuite, il n'y a pas de technologie pour ajouter de la valeur et transformer ces légumes. Donc, pendant les saisons de pluie, où la production est plus importante que la demande, il y a beaucoup de gaspillage. Alors, ce que notre projet a fait, c'est qu'on a eu 3 catégories d'innovation. Tout d'abord, concernant le microdosage de fertilisants. De quoi s'agit-il? On cible 4 choses. Tout d'abord, le type de fertilisant qui serait bon pour les feuilles, soit biologique ou minéral. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, où appliquer le fertilisant? Le meilleur endroit serait proche des racines et au moment approprié, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va l'appliquer. Nous avons constaté que c'est juste après la transplantation, en fait, ou lorsqu'on sème, quand les racines ont les nutriments et les plantes peuvent bien absorber rapidement. Et enfin, ce qui donne le nom, c'est en fait de réduire les quantités de fertilisants pour optimiser l'utilisation. Ensuite, nous avons rajouté de la valeur à ces légumes indigènes pour diversifier la manière de consommation par les gens. Tout d'abord, nous avons instruit, donc, nous avons intégré au pain ou aux
biscuits ou des aliments plus souvent consommés dans notre région. Ensuite, pour la première fois, nous avons fait un sirop de ces légumes indigènes. Nous avons donc fait des jus et des sirops, comme vous le voyez ici. Et pour l'application plus grande échelle, nous avons utilisé une approche innovatrice intitulée « Plateforme d'innovation ». Et nous l'avons comparée avec l'utilisation traditionnelle des technologies. Pour nous, c'est dissémination satellite. C'est utilisé pour former les gens, les informer et les aider à créer des capacités, d'équipements et ainsi de suite. Mais la plateforme d'innovation fait davantage encore. Ça remet ou rassemble tous les intervenants ensemble. Vous avez les agriculteurs, vous avez les fournisseurs, les transporteurs, les gens en marketing et les consommateurs et des chercheurs, les donateurs et partenaires, les institutions. Et maintenant, ils doivent s'asseoir ensemble, examiner les problèmes dans les villages et comment les résoudre ensemble. Les consommateurs peuvent dire aux agriculteurs les variétés qui les intéressent, et les quantités à quel moment, et ça peut aider. Et quels étaient nos résultats? C'est assez incroyable. Nous attendons 50 000 agriculteurs. Nous avons réussi à rejoindre 6 fois plus que prévu. Plus de 300 000 agriculteurs. Ce microdosage de fertilisants, nous avons amélioré les revenus de plus de 100% dans ces pays. Nous avons fait quelque chose de particulier. Nous avons mobilisé de jeunes ambassadeurs dans le domaine scientifique des légumes indigènes. Nous avons rejoint plus de 100 000 étudiants dans les écoles primaires, secondaires et universités qui ont en fait travaillé avec ces légumes indigènes. Maintenant, ils les connaissent et maintenant, ils les produisent. En plus, nous avons formé plus de 3000 femmes en transformation des légumes indigènes. Nous avons constaté que cette approche n'est pas suffisante. Il faut avoir de la coopération pour avoir des technologies simples et pratiques et les appliquer à plus grande échelle. C'est ce que nous avons fait. Enfin, nous avons constaté que ça a aidé beaucoup plus de femmes que d'hommes. Plus précisément, 3 fois plus de femmes que d'hommes ont été mobilisées. J'aimerais remercier CDRI, les Affaires mondiales Canada et les professeurs, mes collègues, professeur Pic, d'ici au Canada, pour cet excellent travail. En Afrique, on dit que si une solution devient complexe, c'est probablement pas une bonne solution. Donc, on a besoin de solutions simples pour résoudre des problèmes complexes et difficiles. Je vous remercie de votre attention. Thank you, Pierre. Merci, Pierre. Voilà, notre dernière présentatrice. Donc, Mina Jalav. Imaginez un pays avec 1 milliard de personnes. La moitié des femmes qui risquent des complications durant la grossesse. Imagine maintenant si on pouvait changer cette donne simplement en changeant la superficie cultivée. C'est ce qu'on fait en Inde avec le projet de sel doublement fortifié. Parce que la carence iodée, en fait, elle peut mener à des problèmes, faible rendement chez les enfants et une diminution des capacités parmi les aînés. Ce sel doublement
renforcé ou enrichi, en fait, peut prévenir ces problèmes. Je me suis concentré sur un État parce que la plupart des réalisations et des progrès proviennent de cet État-là. Uttar Pradesh, donc. 52 des femmes et 63 des enfants sont anémiques. Bon, 200 millions de population, donc 15 millions de femmes, et 50 millions de femmes et 15 millions d'enfants dans un seul État. La réaction à ce défi, en fait, a commencé il y a un bout de temps déjà, mais il y a eu des obstacles comme la conformité. Seulement 12 des femmes enceintes ont consommé les doses recommandées de tablettes d'acide folique requis pour, en fait, durant la grossesse. Donc, l'enrichissement est une solution qui offre beaucoup d'espoir. C'est un ingrédient qui est consommé à l'échelle de la planète et de quantité uniforme tous les jours, que ce soit par les riches et par les pauvres. Bon, les formulations d'enrichissement de sel par le passé n'ont pas été acceptées par la population à cause des changements au niveau de la couleur et des technologies novatrices élaborées à l'Université de Toronto ont surmonté cet obstacle en encapsulant le fer dans la tablette. Donc, il y a du dioxyde de titanium et il y a un revêtement de stéarine pour fixer. Alors, c'est une technologie novatrice qui, en fait, empêche la décorrélation, décorrélation de la nourriture. Alors, comment est-ce qu'on peut porter ça à l'échelle? Cette technologie a été transportée en Inde avec l'aide du Fonds de recherche canadien et du CRDI en installant une usine de transformation. Parce que avant d'avoir l'infrastructure voulue, on ne peut pas vraiment mettre un produit à l'échelle. Et les fabricants ont été formés sur la façon de mélanger avec le sel enrichi. Une stratégie innovatrice ou une approche que nous avons adoptée, c'est utiliser donc une plateforme existante de système donc de salubrité des aliments. Cela nous a permis à mettre à l'échelle rapidement. J'en dirai davantage plus tard. Finalement, nous avons mis l'accent sur la promotion des produits, s'assurant que ce produit soit acceptable pour les gens, que les gens soient prêts à acheter et utiliser ce produit. Qu'avons-nous réalisé à date? À part les renforcements de capacité pour produire le sel doublement enrichi en utilisant la technologie d'encapsulage, nous avons réussi à impliquer les acteurs du secteur privé et le gouvernement qui achète, et nous avons des politiques maintenant et des lignes directrices au niveau étatique et fédéral. En termes de chiffres, pour Uttar Pradesh, 8 700 points d'accès, 15 millions de bénéficiaires, 40 000 tonnes métriques, donc 40 millions sacs de sel doublement fortifié ont été distribués dans le seul État de Uttar Pradesh. Selon les données du programme, nous avons rejoint près de 85 de la population cible et de 85 de la population achète ce sel doublement fortifié tous les mois. Il y aura bientôt une évaluation externe du programme. C'est une des principales leçons pour ce qui est de mise à l'échelle. Premièrement, l'application à grande échelle de ce sel doublement fortifié, c'est faisable. Les
mécanismes de célébrité des éléments existants, en fait, constituent des plateformes déjà prêtes, accessibles. Et la mise à échelle est quelque chose de très dynamique et qui varie selon le contexte. Nous devons mettre l'accent sur les infrastructures existantes et le leadership du gouvernement. Le gouvernement a tendance à critiquer et aussi on doit réduire, en fait, rendre le produit plus abordable. Et grâce à un partenariat, en fait, entre le secteur privé et le public très important. J'aimerais reconnaître la contribution de mon équipe au programme. Merci beaucoup de votre attention. Merci au CRDI. Merci au Fonds de recherche canadien. Et merci à l'Affaires mondiale Canada. Merci, Mina. Merci à tous les présentateurs, présentatrices, pour ces commentaires vraiment éclairants et pour tous ces projets fort intéressants. Maintenant, nous invitons le panel d'experts qui peuvent nous présenter certaines de leurs réflexions basées sur ce que vous avez entendu. Est-ce que, en fait, ça reflète bien vos propres initiatives ou vos travaux? Et quelles sont les autres leçons à tirer et quelles sont les lacunes à votre avis pour les progrès à l'avenir? Alors, là, on a une de Soco-la-Vie Canada. Alors, Virginie? La présentation en français, donc je vous laisse quelques secondes pour mettre votre casque d'écoute. Merci beaucoup aux organisateurs d'avoir pensé à moi pour ce panel. J'aimerais faire un petit résumé de ce que c'est, parce qu'on parle beaucoup d'innovation, de mise à l'échelle. J'aimerais rappeler ce que c'est que le processus d'adoption en quelques mots. Je vais faire un peu de pouce sur ce que ma collègue Isabelle a dit hier. Donc, quand on parle d'innovation, on parle d'individu. Il y a un individu qui est face à une nouvelle technologie, une nouvelle pratique, et des grands chercheurs, dont Rogers, ont identifié 4 grands groupes de facteurs qui influencent ou qui facilitent l'adoption d'une nouvelle innovation. Le premier groupe de facteurs, c'est bien entendu l'innovation elle-même et la perception que les individus vont avoir de cette innovation-là. La perception, elle est bien entendu influencée par l'âge, on peut facilement y penser, mais également par le genre. Donc, est-ce qu'on est une femme, un homme? Notre position dans la famille, influencée par notre tolérance au risque, par notre accessibilité à différents moyens de production, puisqu'on est en milieu agricole. Et donc, tout ça va influencer la perception d'un individu envers l'innovation. Deuxième groupe de facteurs qui sont très importants, on parle de l'information et de la communication. Ça a plusieurs fois été mentionné, mais par où et par qui reçoit-on l'information sur une innovation? C'est extrêmement important. La radio, est-ce que c'est la radio? Est-ce que c'est un voisin? Est-ce que c'est un parent? Est-ce que c'est l'association des producteurs ou des productrices agricoles qui nous parle de cette nouvelle innovation-là? Notre perception de l'innovation va être différente. Troisième grand groupe de facteurs, le système social. Donc, on a parlé de la famille, du groupe d'amis, de la coopérative agricole, mais aussi de notre environnement. Est-ce que dans l'environnement, il y a des services de vulgarisation agricole? Est-ce qu'il y a un marché qui est un peu organisé pour recevoir les produits? Est-ce qu'il y a des services financiers à notre disposition pour nous permettre d'investir dans ces nouvelles innovations-là? Tout cela a donc un rôle très important à jouer dans le processus d'adoption. Et le quatrième facteur qui est très important, c'est bien entendu le temps. Ça prend du temps et il faut prendre son temps et il faut bien faire les choses. Donc, je tentais d'expliquer ici que le processus d'adoption, c'est un processus qui est extrêmement complexe. Toujours Rogers parlait de la diffusion des innovations. Il a identifié des groupes d'individus. Et il a identifié qu'environ 2 ou 3 % de la population sont vraiment des innovateurs, des leaders, et il y a un 12-13 % des individus qui, eux, sont des adopteurs précoces. Ce sont les premiers à adopter des innovations
Ce sont les gens qui viennent presque vers nous quand on veut essayer une nouvelle innovation. C'est encore avec eux qu'on va généralement développer des innovations quand on parle de co-création, d'innovation avec les parties prenantes. Mais je pense que la mise à l'échelle commence ensuite, quand on veut amener l'innovation aux autres, aux 2/3 de la population restante. Et c'est là, je pense que quand on parle du processus très complexe de l'adoption, il faut se rappeler que chacun des autres individus qui suit, pour chacun et chacune de ces personnes-là, la réflexion autour de est-ce que je vais adopter cette innovation-là ou pas, qu'est-ce que ça va me rapporter, qu'est-ce que je risque, bien, cette réflexion-là, elle se refait à chaque fois. Ce qui m'amène à vous dire que quand on présente un ensemble d'innovations à des producteurs, il faut faire attention parce qu'on ne sait pas quelles sont les innovations qui vont être prises quand on présente tout un nouvel itinéraire technique, par exemple. Et c'est pour ça que dans notre travail au quotidien, on suggère souvent de choisir les innovations qui auront le plus d'impact et puis de les amener en force pour réduire peut-être un peu la complexité, puis s'assurer que les innovations qui vont être reprises par les producteurs sont celles qui auront le plus d'impact dans leur travail. Je dis les producteurs, mais bien entendu, là, j'inclus les femmes tout le temps, de façon différenciée. J'aimerais souligner, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, le défi des partenariats. On a beaucoup parlé de recherche ces derniers jours. J'étais très heureuse de voir ce matin dans la présentation que dans chacun des projets de recherche, 30 des partenaires, c'était des gens des ONG et qu'il y avait également l'importance des organisations de producteurs. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de nommer les problèmes qu'il y a de travailler entre la recherche et le développement. On a des agendas qui sont différents. On a une échelle temporelle qui est souvent différente. En recherche, on veut publier des articles et toucher des gens. Dans le développement, on a peut-être moins besoin de publications, mais on a d'autres objectifs. Je trouve qu'il serait important qu'on arrive à mettre sur la table quels sont vraiment les défis qui sont devant nous et quelles sont les solutions aussi qui pourraient être mises en œuvre pour mieux travailler ensemble, parce que c'est extrêmement important. Quand on parle de mise à l'échelle, c'est pas seulement de se passer un relais entre la recherche et le développement, mais c'est vraiment de trouver des moyens de travailler ensemble depuis le début et tout au long du processus. Finalement, un tout dernier mot, parce que je n'ai plus de temps. La mise à l'échelle, c'est intéressant, c'est important, mais faisons attention parce que la mise à l'échelle, des fois, il peut y avoir des contraintes agroclimatiques, il peut y avoir des contraintes au niveau des marchés qui sont disponibles. Et puis, mettre à l'échelle une innovation pour toucher beaucoup de gens, c'est bien, mais chaque personne qu'on touche, il faut s'assurer qu'on améliore vraiment ses conditions de vie, donc on améliore sa sécurité alimentaire. Et je pense que quand on parle de mise à l'échelle d'une innovation, n'oublions pas qu'on travaille avec des personnes et qu'on veut bien travailler avec des personnes, donc peut-être que ça ne s'arrête pas à une seule innovation, mais à quelque chose de plus complet et de plus durable. Voilà, je termine là-dessus. Merci. Merci, Virginie. Et maintenant, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Richard Cole. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous. J'aimerais remercier CDRI et Affaires mondiales Canada de m'avoir invité. C'est une excellente conférence. Je vais me concentrer sur la recherche en mise à l'échelle et quelles seront les étapes pour tous ces merveilleux projets. Je pourrais parler des forces également, mais je ne dispose que de quelques minutes. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous dire que si vous voulez comprendre les prochaines étapes, il faut parler des compromis. Malheureusement, nous n'avons pas assez d'argent la plupart du temps pour faire tout ce qu'on veut ou appliquer tout à plus grande échelle. Toutes les personnes qu'on aimerait avec l'impact que nous avons réussi à avoir dans les projets pilotes. Moi, je ne suis pas assez arrogant pour vous dire comment faire vos choix, mais je n'ai pas encore vu de mise en échelle d'un projet où il n'y a pas eu de compromis. Je vais vous parler des erreurs où on peut faire des recherches sur les décisions plus éclairées.
Virginie, qui vient de parler avant moi, a mentionné dans le travail de Roger, c'est que les adopteurs précoces, j'adore cette expression d'ailleurs en français, et ceux qui le font à moyen terme ou plus tard, si en fait vous faites un graphique, ça ressemblerait à une lettre S. Donc, plutôt de se demander si on a assez d'argent pour essayer de rejoindre, disons, des millions de personnes, est-ce qu'on a vraiment besoin d'argent pour rejoindre tous ces millions, ou bien serait-il possible de créer une masse critique qui pourrait générer la mise à échelle plus importante, spontanée? Pour chaque personne qui est un adopteur précoce, il y a peut-être un nombre d'amis, voisins ou membres de famille qui adopteraient spontanément. C'est sûr, en fait, je ne peux pas prononcer le nom que je veux. À des preuves, si vous regardez des documents sur l'adoption que j'appellerais adoption secondaire ou spontanée. C'est un domaine intéressant de recherche. Comme j'ai travaillé dans le domaine depuis 50 ans, il n'y a personne qui a fait ce genre de recherche en pays en développement. C'est très riche parce qu'au cours des dernières années, les sociologues et les anthropologues maintenant comprennent mieux les réseaux sociaux, la cartographie sociale. Et je ne parle pas de Facebook, je parle des réseaux sociaux traditionnels. Mais nous ne comprenons pas encore qui sont les influenceurs. Est-ce que le ratio est 2 à 1 pour chaque personne qu'on a rejoint directement par un programme, ou 3 à 1 ou 5 à 1? Peu importe le ratio, et qu'est-ce qu'on peut faire pour former ou choisir les adopteurs précoces qui pourraient augmenter ces ratios. Je pense qu'on a des données très riches qu'on pourrait donc exploiter. Deuxième point que j'aimerais souligner, c'est de simplifier l'innovation. Virginie vient d'en parler. Si on regarde le résumé on peut parler de l'élagage. Je pense que, en fait, ce que j'ai vu ici en termes de mise à échelle, y compris de panélistes, il y a des ensembles, en fait, par exemple, le microdosage de fertilisants, comme espaçage, comme le projet de légumineuses. Nous savons que plus compliqué est l'intervention, plus difficile, c'est de l'appliquer à plus grande échelle, mais nous avons des preuves sur les membres de cet ensemble d'innovation. Il faut y penser comme un ensemble parce qu'il y a des personnes qui l'ont adopté en premier, en deuxième, en troisième. Est-ce que c'était les choses les moins chères, les plus simples, ce qui était différent? C'est vraiment un domaine très riche pour des études. Nous avons beaucoup de données. Donc ensuite, si on regarde les défis de la mise à l'échelle, si on examine les adopteurs secondaires ou spontanés, en fait, ils vont apprendre des personnes, ils n'ont pas besoin d'un appui direct. Alors, que savons-nous de nos innovations? L'impact va se dégrader, par exemple, comme la radioactivité, si on fait la mise à plus grande échelle. Si les gens ne le font pas, est-ce que c'est 90%, 80%, 50% ou zéro? Parce que si c'est bas, une approche indirecte ne va pas marcher. De même, nous avons eu des innovations importantes sur le panel. On utilisait les technologies d'information, la radio et autres. Quelles sont les choses, si vous voulez, comme avoir la haute fidélité, ce qu'on appelle dans les ouvrages, fidélité à la qualité originale de l'intervention et l'adoption de cette pratique exemplaire agricole? Est-ce que ça marche? Si on l'entend à la radio, vous avez besoin que quelqu'un vous montre directement. Donc, ce sont des domaines très intéressants pour la recherche. Et en plus, comme il s'agit d'ensemble, malheureusement, et c'est cher, ça coûte cher de le faire, mais je sais qu'au Canada, il y a plein de bassins, vu la richesse de ce pays. Est-ce qu'on peut le faire sur une base fondée sur les données probantes? Si les semences de légumineuses, bâtiments, espacement ou fertilisants, si on a des preuves, si vous faites seulement cette approche, vous aurez 80% de résultats, etc. Donc, on a plein de données. J'aimerais souligner d'autres points à ce sujet. Quand vous avez donc grande échelle, et par là je veux dire un pourcentage important du dénominateur, et évidemment, donc
Donc, ça peut être 1 million en Inde, mais ça peut être des centaines de millions ou des milliards. Mais si on parle de 20, 30, 50, 70% de ce dénominateur, plusieurs choses vont se produire. Tout d'abord, chacun des panélistes a en fait pensé au renforcement des partenariats dans les chaînes de valeur, mais qui va faire ça à grande échelle pour tout un pays, par exemple comme la Tanzanie? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que le gouvernement a vraiment la capacité et la volonté politique de le faire? Pourquoi est-ce qu'une compagnie commerciale, même si c'est une compagnie de semences, renforcerait le système de distribution? Est-ce qu'ils peuvent vraiment faire des profits en vendant suffisamment pour créer la distribution et donnant le soutien en vulgarisation, etc. Alors, qui va être l'intermédiaire et qui va aller plus loin pour renforcer le système de marché, créer la demande, fournir l'appui en vulgarisation et ainsi. Je sais qu'il me reste plus d'un an, mais laissez-moi juste quelques instants encore. C'est le pire ennemi de l'application grande échelle, c'est notre propre succès. Que veux-je dire par là? Si on augmente la productivité par 2 ou 3 20 pour 100 d'agriculteurs, c'est pas grand-chose pour le marché, pour les agriculteurs, oui, mais pas pour le marché. Mais si vous avez 5 000 ou 1 million ou 500 000, tout d'un coup, l'offre de légumes indigènes ou légumineuses a doublé ou triplé le plan national. Vous n'avez pas besoin de doctorat. Vous savez ce qui se passe par les prix. Est-ce que ça va miner la profitabilité? Alors, argumentaire. Donc, comment est-ce qu'on aborde cela? Par exemple, dans le cas de maïs ou de légumineuses, je sais qu'on parle de la sécurité alimentaire, mais il faut penser aux innovations comme par exemple le yogourt, si on veut augmenter la production laitière ou autre. En dernier lieu, à petite échelle, il y a très peu de perdants. À grande échelle, il y a souvent des perdants. C'est-à-dire les intérêts, les gens qui produisent produits que vous allez remplacer, ils vont se battre. On peut penser en termes d'agronomie, sécurité alimentaire, etc. C'est également une question politique. Qu'allez-vous faire pour anticiper, pour protéger des perdants qui vont se battre contre ces innovations? Merci beaucoup. Merci Richard. Et maintenant, invitons notre dernier panéliste pour la session, professeur Baldus de l'Université de Pays-Bas. Je pense que ce panel sur l'application grande échelle était vraiment bien fait de mettre à l'échelle donc le temps alloué. Je vais essayer de être rapide. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de cette invitation à cette conférence qui est riche de réflexion et de présentation. Alors, c'est un grand plaisir pour moi. Donc, dans le contexte de recherche et développement et des initiatives dans ce domaine, il y a un consensus général que c'est une bonne chose. L'application grande échelle, c'est bien. Donc, si le projet pilote a bien marché, évidemment, l'application à plus grande échelle doit être encore mieux. Ça doit être plus abordable. Et certaines choses fonctionnent partout sans effets négatifs ou des effets autres comme externels ou autres. Mais le problème que nous avons avec l'humanité et localement, c'est qu'on a eu des échecs par le passé. Ça doit nous rendre modestes et prudents. Il y a un problème si on maintient d'égalité entre les solutions et les technologies d'innovation, les innovations technologiques. Si ça résout le problème pour une personne, pour un problème, ce n'est pas un statut général d'une technologie en particulier, une innovation. J'ai entendu des histoires et j'ai lu des histoires extraordinaires sur le changement. Il faut les célébrer, mais on pense que ce n'est pas suffisant. Non, il faut toujours appliquer à plus grande échelle. Souvent, on ne se rend pas compte
on crée une nouvelle dynamique distincte. Et là, je pense qu'on a une tendance de couper des coins. Alors, je vais aller rapidement pour proposer quelques points de réflexion. Et donc, tout d'abord, le terme application plus grande échelle n'est pas très utile. Il cache ce qu'on essaye, c'est de quelle échelle on parle. En fait, ce n'est pas une chose isolée, elle est composée de plusieurs choses. Il y a plusieurs types. Donc, il y a des échelles d'application institutionnelles. On peut penser à des centaines d'échelles. En réalité, des processus interactifs multiples doivent être mieux compris. Et nous devons comprendre que ces rhétoriques appartiennent à un paradigme de développement qui pourrait être contesté. Deuxièmement, lorsqu'on met à l'échelle, il y a de nouvelles dynamiques qui entrent en jeu et qui sont souvent non anticipées. C'est en raison des effets cumulatifs des innovations à plus grande échelle. Il y a un jeu entre les différents processus qui vont également être interliés à d'autres processus sociaux. Donc, moi, j'ai fait une étude dans le sud-est de la Chine. Il y a eu dégradation environnementale, perte de biodiversité, même des changements du climat local et érosion culturelle. Beaucoup plus d'exemples peuvent être donnés. C'est là, en fait, penser à la responsabilisation parce que c'est possible pour chaque projet de considérer toutes les complexités. Troisièmement, lorsque les choses sont appliquées à plus grande échelle, ce qui a commencé comme question agricole peut être touché par des problèmes politiques, de santé, environnementaux et autres. Donc, un problème agricole qui est résolu ou en mise à échelle peut créer des problèmes plus grands. C'est pourquoi on a besoin de cadres holistiques pour la prise de décision et contribuer à tout ça. En fait, il faut avoir des modèles d'affaires, vont faire le calcul de coûts, pas juste le côté économique des choses. Nous avons besoin de penser à l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer si on applique à plus grande échelle? Et par conséquent, qu'est-ce qui va être remplacé ou réduit? Si on pense en cas des petits miels en Inde, il y a la diversité qui peut créer les alliances, mais c'est un résultat typique d'application plus grande échelle en innovation. J'ai entendu quelqu'un dire qu'il faut simplifier les innovations et ensuite utiliser des stratégies de communication de masse. Mais est-ce que ça va changer la vie des pauvres? Gary Hogan de la mission de justice internationale dit ceci: si les efforts de développement ne vont pas mener à des solutions durables pour améliorer la vie des pauvres, et c'est ça. Donc, il faut appliquer à plus grande échelle la justice, parce que la justice coule comme des rivières. Donc, quel projet a abordé ce problème? Est-ce que nous nous concentrons trop sur des choses qu'on peut compter, des choses matérielles? La mise à échelle de la justice ne peut pas être appréciée par ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont puissants. Et je me rappelle de ce qui a été dit. En fait, l'échelle attire le pouvoir. Il faut penser à l'éthique, à la souveraineté alimentaire, à la justice alimentaire. Et je vous dire, est-ce qu'on est en train de revivre les approches qui légitimise ces mises à grande échelle plutôt que d'essayer de mettre à échelle des innovations fixes comme solution? Pourquoi pas chercher en fait, d'enlever le contexte et les configurations et travailler avec cela pour créer de nouvelles configurations et des applications diversifiées dans le contexte? Cela revient à ce que Santiago a dit dans son discours préliminaire, comment les agriculteurs adoptent les technologies et les approprient. Donc, il faut comprendre les conséquences de mise à échelle des innovations et qu'est-ce qui rend ces innovations et ces mises à échelle responsables. Alors, peut-être j'ai brassé la cage un peu, en fait, mais j'aimerais terminer sur une note positive. J'aime le fait que le projet a adopté des approches
d'intégration et qui ne se réduisait pas au titre. J'aimais également que beaucoup d'idées, de projets repensent l'idée sérieusement de cette application plus grande échelle des innovations. Donc, c'est une réflexion critique. Si vous voulez savoir davantage, il y a un livre en accès libre qui explique ces idées en plus grand détail. Thank you, Sirp, and thank you to all. Merci à tous, merci à tous nos panélistes. Je pense que vous nous avez donné beaucoup de matière à réfléchir.